Bonjour à toutes et à tous. Donc merci à Jean-Louis d'avoir organisé cette réunion sur le domaine de la prévention, des responsabilités et de l'assurance qui va bien au niveau de la fédération. Alors, on va commencer par faire un tour de table pour que je vous connaisse un petit peu mieux, savoir de quel club vous venez et quelle fonction vous avez et quel niveau du club. Alors, on va commencer par... Ça commence par moi. Alors, je suis trésorier au comité Franck Robert. Voilà. Je suis trésorier au comité. Mardèche ici. Et par contre, j'ai aussi la responsabilité des Interpol. Et je t'avais interpellé l'année dernière parce qu'on a eu un problème de casse sur la manifestation. On a un ballon qui était tombé à l'échauffement sur un ordinateur, donc le truc tout bête. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis je suis entraîneur en club à Bourg-de-Péage. D'accord. Donc Claire Merland, je suis vice-présidente du comité et je suis du club du Cousin, où je suis en fonction officielle de table la plus Ludovic Devaux, je suis du HBGG, National 3, je suis au bureau et je suis à la commission technique. Philippe Perra, HBGG, National 3, et moi je suis membre du bureau et président du groupe d'animation. Donc Jean-Louis Plachet, comité de Mardèche d'Angleterre. Denis Ledan, membre de la Ligue Oran, litige à la réclamation. Claude Marius, donc je suis membre du comité Grand Ardèche de handball et je suis à la commission développement, secteur arbitrage, et je suis également au niveau de la Ligue référent secteur sud-est arbitrage. Christian Magnin, membre du comité, responsable de la commission développement, et je suis également sous l'accompagnement du territorial et du club de René. Du club de René. Jean-Jacques Girard, je suis le président du club de Saint-Marcel-Valence. Au niveau départemental. Lucas Martinez, je représente le club de Rodia, je suis le président et notre équipe de plan de jeu c'est la jeune. D'accord. Je vais me présenter. Donc, vous aurez le document global avec les références. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Avant d'avoir ces missions, j'ai commencé comme beaucoup de personnes ici, joueurs, entraîneurs, directeurs sportifs de club. Ensuite, j'ai été 10 ans président de comité, 10 ans président de ligue, et je suis au conseil d'administration de la fédération depuis 2004. J'ai eu en mission aussi l'événementiel sur la fédération, le mondial 2017 notamment. J'étais protocole manager. Et j'étais vice-président du jury d'appel de la fédération pendant une bonne quinzaine d'années, du jury d'appel pendant la discussion. Et maintenant, je m'occupe du dossier assurance depuis plus d'une dizaine d'années. C'était ma profession lorsque j'étais en équipe. Et en charge de l'équipe de France U17 en tant que chef d'animation. Voilà, donc tout ce parcours m'a permis, entre autres, de voir toute la problématique qui peut circuler dans le handball en tant que dirigeant, en tant que bénévole, en tant que licencié, en tant qu'arbitre, en tant qu'entraîneur, au niveau de l'ensemble du club, quel que soit le niveau. Et comme les déclarations d'accident me remontent pour les principales, on va dire, ça va vous donner un éclairage sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, sans être exhaustif. Alors on va parler aujourd'hui, il y a un certain nombre de cibles dans l'assurance, on va parler de responsabilité civile, RC, de responsabilité civile des dirigeants. Il y a individuel accident de base, d'assurance des véhicules, d'options individuelles pour les licenciés, d'options club, de la convention collective nationale du sport pour les clubs ou les comités qui ont des salariés. Et puis on va faire un exemple pratique de déclaration d'accident si la technique ne nous trahit pas, puisqu'il faut que je me logue sur le site fédéral. Alors évidemment, l'assurance, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, ce n'est pas forcément quelque chose de très sympathique au demeurant. Et puis quelquefois
fois, bah, ça pose quelques problèmes et on va essayer de résoudre ces problèmes-là. Alors, en France, on a un certain nombre de codes. Alors, il faut que ce soit, c'est pas un monologue, hein, donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous ne percutez pas, tout de suite vous m'interrompez. Je vais essayer de vous poser des questions pour voir où vous en êtes. Un certain nombre de codes. Alors, le code civil, on peut citer le code du travail, le code pénal, le code de la route, le code des assurances, et puis un qui va nous concerner quand même, c'est le code du sport. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont hyper importants dans ce qu'on va voir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on va avoir des interactions entre ces différents codes et avec des particularités du code du sport. Alors d'abord au niveau des définitions, on va parler, quand on fera de l'individuel accident, on va parler de la notion d'accident. Et un accident, par principe, c'est aléatoire, c'est un aléa, c'est-à-dire que ça ne peut pas se programmer, ça ne peut pas se prévoir, contrairement à la maladie. Il faut savoir qu'on sera éventuellement malade, maintenant il y a des examens pour, par contre l'accident, on ne peut pas savoir si on aura un accident demain ou après. Donc c'est très différent. Mais on aura une petite particularité aussi au niveau de la garantie accident. On va parler de notion d'acceptation du risque, on en parlera plus tard, de notion de tiers. Alors un tiers, c'est une tierce personne. C'est toutes les personnes qui sont extérieures. On va parler de responsabilité personnelle du dirigeant, c'est dans le slide précédent. Alors, d'abord, le code du sport. Pourquoi on fait un contrat d'assurance? Parce qu'il y a un code du sport. Et le code du sport, il précise que... Alors, il va y avoir du texte sur un certain nombre de slides. Ces documents-là, étant donné qu'ils vous sont envoyés après, je les ai laissés complets pour que vous puissiez les connaître. On ne va pas lire tout le texte dans cette réunion. Là, on va lire simplement que les associations sociétés fédérées souscrivent, c'est pas peuvent, c'est souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles. Un préposé, c'est une personne à qui on va donner une mission. On va demander quelque chose. Il peut être salarié, mais il peut être bénévole. Celle des pratiquants. Une particularité par rapport au code civil, les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Dans votre vie de tous les jours, vous avez une responsabilité civile, mais votre conjoint n'est pas tiers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attaquer entre conjoints au tribunal, dans le code civil. Dans le code du sport, un frère peut jouer contre son frère et avoir une responsabilité par rapport à son frère, ou un père et son fils. Vous voyez, on a le code civil d'un côté et le code du sport, et on va jongler à chaque fois sur des problématiques de son jeu. Et ça, c'est le code du sport qui prévaut sur le code civil dans le domaine du sport. Et les garanties couvrent également les arbitres et les juges dans l'exercice de leur activité. Donc à partir de là, puisque le code du sport nous dit ça, on est dans le domaine de la responsabilité civile uniquement pour l'instant. On va bien séparer les choses pour que ce soit le plus clair possible, le moins trouble possible. À partir de là, comment on fait au niveau de la fédération? Pour être en conformité avec le code du sport, la fédération écrit un cahier des charges, on soumet en appel d'offres à l'ensemble des plus grandes compagnies françaises. Donc le dernier appel d'offres de 2016, on a soumis à AXA, Allianz, Generali, groupe Enema Covea, un courtier spécialisé, et puis Maïf ou Massif. Donc, on fait tout le tour des grandes compagnies françaises, parce qu'on tient à ce que le contrat soit souscrit en France, puisqu'il y a des particularités quand même très françaises, notamment du code du sport. Et la commission d'appel d'offres, à laquelle je n'appartiens pas, qui est présidée par Jackie Lettenfeld, avocat, se réunit et choisit un assureur pour une durée de 5 ans. Et tous les 5 ans, on remet en cause, en question, notre contrat.
Et juste Oui. par curiosité, Oui. quand vous dites remettre en cause, est-ce que tous les 5 ans, il y a régulièrement des changements de compagnie ou il y a une fidélisation avec les habitudes et... Ça dépend. Ça dépend. On a eu, pendant un moment, on a eu un courtier, alors ça remonte à très vieux, on a eu un courtier normand, AGL, qui avait comme compagnie, petite compagnie à l'époque. Ensuite, on est passé chez un courtier, Gras-Savoie, qui nous avait placé chez Generali, puisque un courtier, lui, il va faire un appel d'offres, il cherche auprès de, il est intermédiaire et il va chercher auprès de plusieurs compagnies. Donc Gras-Savoie nous avait placé chez Generali, après avait changé d'assureur, mais en restant gestionnaire du contrat. Et puis là, depuis on vient de faire 3 appels d'offres, et les 3 appels d'offres donc en 12 ans, c'est NMA qui a remporté le marché. Donc on a eu à la fois des changements et à la fois de la fidélité. Sachant que on a de la fidélité et grâce aux très bons résultats, donc je l'espère bien garder, on a réussi il y a 2 ans, lors de l'appel d'offres, à baisser la prime de 160 000 €, ce qui a permis une réduction de la cotisation d'assurance pour l'ensemble des licenciés. Et en essayant d'améliorer à chaque fois les garanties du contrat. Alors, quel est le périmètre d'intervention du contrat fédéral? Il s'agit d'un contrat collectif. Ça veut dire pour l'ensemble des structures et des licenciés. Alors, on va parler de structures. C'est quoi les structures? C'est la fédération, la LNH, qui est dans le même contrat, l'ensemble des ligues, l'ensemble des comités, l'ensemble des clubs, pro ou amateurs. Toutes ces structures-là sont dans le contrat fédéral. Donc on est tous dans le même bateau. Si on a plus de sinistres, on augmente. Malheureusement, on sera obligé d'augmenter les primes. L'assureur augmentera les primes et nous, il y aura une répercussion sur notre licence. Et si on a de bons résultats, on arrivera à maintenir des primes au taquet comme on est actuellement. Pour la partie individuelle d'accident, en cas d'accident uniquement, avec une petite particularité qu'on a ajoutée, c'est que l'accident vasculaire, tant cardiaque que cérébral, est garanti en cas de décès. Et par exemple, par rapport à l'appel d'offres précédent, on n'avait que l'accident vasculaire cardiaque. On n'avait pas le cérébral. Et j'avais peur qu'il y ait des contestations à ce niveau-là, parce que quand il y a décès, quelquefois on ne sait pas bien. Donc on a fait ajouter l'accident vasculaire de tout type en cas de décès. Et vous verrez que ce n'est pas neutre, parce que malheureusement on a des décès sur le terrain. À la seule condition que les activités, donc on a vu contrat collectif, pour toutes les structures et tous les licenciés, si toutes les activités sont dispensées et agréées par les structures. Vous êtes une structure agréée par la fédération, puisque vous êtes club agréé, donc toutes vos activités sont couvertes. Et on va les passer en détail. Ça, c'est important de le dire. Mais ça, juste, je fais une parenthèse par rapport à ça, parce qu'on a la situation, par exemple, de lieux où des gens jouent en loisir sans licence vraiment, et ça peut poser problème si un club de chez nous se retrouve à faire un match amical. Là, on est un peu dans un flou qui va être assez compliqué à gérer. On va le voir. On en a parlé avec Jean-Louis, et on va le voir. Effectivement, donc, à condition que ce soit dispensé par un club agréé. Du fait qu'on soit dans un contrat collectif, oui. Un licencié de Toulon, il va faire un match loisir à Lille. Avec il y a un accident. Dans un club affilié, enfin je reste dans les structures affiliées, il n'y a pas une prépondérance géographique, c'est-à-dire que c'est au sein du contrat collectif, toutes les garanties Monde entier. Monde entier. Vous allez au Japon avec votre club, vous êtes garanti. A contrario, ça veut dire qu'une structure associative ou commerciale, et c'est la mode aujourd'hui, de développer des structures commerciales
qui veulent faire du handball, mais qui ne veulent pas s'affilier à la fédération, ou des clubs qui disent moi je vais faire une association de loisirs, on va dire, pas un club, mais une association de loisirs de handball, mais je ne veux pas m'affilier à la fédération parce que je n'ai pas envie de payer l'affiliation, j'ai pas envie d'avoir les contraintes, des règlements, etc. Pas avoir la discipline et autres, je vais faire ça dans mon coin. À ce moment-là, il sort de notre giron, c'est normal. Et donc il n'est plus assuré par notre contrat, c'est normal. Mais si cette association non affiliée organise un tournoi que vous y alliez, vous n'êtes plus dans le cadre d'une organisation fédérale et par conséquent vous n'êtes plus garanti ni en responsabilité civile ni en individuel par le contrat fédéral. Hein, qu'on soit très clair, parce qu'aujourd'hui ça se développe. On a des associations qui veulent faire du handball, qui ne veulent pas s'affilier, et qui disent bah, je vais organiser un tournoi avec des clubs affiliés. Oui, mais il vaut mieux dire non, j'y vais pas. A contrario, si vous organisez, vous, association agréée, vous organisez un tournoi ouvert aux non-licenciés, vous êtes garanti, bien entendu, puisque vous êtes un club agréé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Une déclaration préalable de tournoi au moins la veille, inscrite sur GESTAND, qui vous permet derrière de faire de la licence événementielle. La licence événementielle. Donc la boucle est bouclée. Cas un petit peu connexe, c'est si cette structure associative qui n'est pas affiliée à la fédération est affiliée par exemple à l'UFOLEP ou une autre association multisport. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a des conventions, UFOLEP, UCEP, UNSS, mais si c'est dans le cadre seul de l'UCEP, il y a des licences UCEP, dans le cadre seul de l'UFOLEP, il y a des licences UFOLEP, donc les personnes sont assurées par le cadre de leur licence assurance UFOLEP ou UNSS. Si vous participez, par contre, un club va participer à une rencontre UCEP ou UNSS, là, il est avec une association qui est agréée par la fédération, UFOLEP, donc là, vous êtes bien dans le cadre du contrat. Un pôle, par exemple, qui est dans un lycée, un pôle est une structure fédérale. A contrario, une section sportive, c'est bien une section sportive de collège. Et dans la convention générale, il y a un accord avec le comité, mais c'est bien le collège qui fait sa section sportive. Et en général, les joueurs ont une licence UNSS. Donc, un collectif de chez nous, la MJC du village à côté, fait un tournoi de handball, nous on y va. On n'est pas en dans l'assurance du collectif. Absolument. Je vais prendre un autre exemple. Vous connaissez tous la tournée Oasis, la tournée des plages Oasis l'été. Oasis fait une grande tournée pour la promotion de sa façon. Ils font une activité badminton, une activité escalade, etc. Vous avez des joueurs qui vont dans cette activité Oasis, badminton, escalade. Ils ne sont pas dans le périmètre du handball, puisque c'est Oasis qui organise. Okay. Mais dans la tournée Oasis, il y a un stand de la fédération, puisque Oasis est un de nos partenaires. Donc la fédération, elle organise un stand de beach handball. Le même joueur, il va faire du beach dans le stand fédéral. Là, il est dans le stand fédéral, donc il est couvert pour son activité. Par contre, dans le reste de l'Oasis, il n'est pas couvert. La barrière, il faut la mettre quelque part. Et on ne va pas payer, nous, avec nos licences, ceux qui n'ont pas adhéré à la fédération. Ils sont un peu normal. Si vous allez à l'étranger, par contre, c'est quelque chose qui est agréé, donc automatiquement, vous serez couvert si vous allez faire un tournoi dans un club allemand, par exemple. Je prends un autre cas, le comité, on est sollicité sur les aires d'autoroute à un moment d'été. Oui. Voilà, donc là, voilà. Et là, est-ce que c'est nous qui organisons? Vous organisez votre partie. Voilà. Donc si vous organisez une partie de l'animation autoroutière, le joueur il sera assuré dans la partie handball, il ne sera pas assuré pour l'autre partie, l'animation autoroutière. À la condition qu'on ait fait pareil, déclaration Pour les non-licenciés. Mais l'organisateur
L'autoroutier a délégué une partie de l'organisation au comité, le comité est assuré de ce qu'il va faire. Je suis désolé, du coup j'ai plusieurs questions. La première, c'est que si on fait un match par exemple entre une équipe UNSS et un match de club, il faut que l'événement soit déclaré en gros par les deux. Enfin, le club déclare la fédération comme un événement et que l'UNSS déclare aussi comme un événement afin que l'ensemble des joueurs puissent être. Alors, à partir du moment où le club va déclarer, ça va être une organisation fédérale. D'accord. Mais oui, même si l'UNSS comment dire, seront assurés aussi, les joueurs de l'UNSS. Après, moi je ne connais pas le contrat de l'UNSS. D'accord, c'est deux choses distinctes. Mais un événement peut être organisé par deux associations. Ils peuvent organiser, ils peuvent faire une déclaration à l'UNSS, bien sûr. D'accord. Et du moment qu'il est déclaré par la structure fédérale, il est. Ma deuxième question, mais du coup je reviendrai sur la phrase précédente, c'est une question que souvent les joueurs nous posent. J'habite à Grenoble, mon club est à Rodion, c'est à Salaise. Est-ce que je peux m'entraîner dans une autre structure? Oui, évidemment, puisque c'est une structure fédérale. L'assurance fédérale suit la personne, quel que soit son endroit de pratique, puisque quand il est en sélection départementale, il n'est pas dans son club, en sélection régionale, il n'est pas dans son club, en sélection nationale, il n'est pas dans son club. Donc nous pouvons accueillir n'importe quel joueur licencié. N'importe quel joueur licencié est couvert par l'assurance fédérale. Ok, c'est une Je suis responsable du secteur loisirs du comité. On a essayé de rechercher avec Jean-Louis une structure qui était conventionnée par la Fédération française de handball. Ça s'arrête en 2013. Il n'y a pas eu de signature de convention depuis 2013. Je sais qu'il y a eu des discussions. Oui, c'est pas à jour. Il y a eu des discussions. Il a dû y avoir une signature il n'y a pas très longtemps. Ça, il faudrait le demander à Cécile Montel. Alors, la responsabilité civile. On parlait de responsabilité, la responsabilité. On parlait de responsabilité civile tout à l'heure. Elle peut être pour une association. Je rappelle qu'une association est assimilée à une entreprise. C'est ce qu'on appelle une personne morale. Et après, une personne physique, le licencié. La responsabilité civile, elle est différente de la responsabilité pénale. C'est quoi la différence? La responsabilité civile, elle permet de réparer un dommage causé à quelqu'un d'autre. Donc, je suis ici, je vais maladroitement casser la table, je provoque un dommage matériel, je suis responsable, donc ma responsabilité va intervenir pour payer la table. Je blesse quelqu'un, c'est un dommage corporel, ma responsabilité va permettre de payer les dommages corporels à la personne. Et il peut y avoir des conséquences aux dommages matériels ou aux dommages corporels, qui sont les dommages immatériels. Il y a tous les préjudices. On ne peut pas louer la salle parce que je l'ai abîmée, donc il y a un préjudice de location, etc., etc. Donc dommages matériels, corporels, immatériels. Par contre, la responsabilité pénale, elle n'a rien à voir aux dommages causés. Elle est applicable lorsqu'il y a une sanction suite à une violation d'une loi ou d'un règlement. Exemple, j'ai un local, je suis président du comité de Bombardèche, j'ai un local privatif et j'ai l'obligation d'extincteur. Ces extincteurs ne sont pas vérifiés, je viole une loi, et là j'engage ma responsabilité pénale. Et dans une recherche de responsabilité, un avocat peut rechercher la responsabilité civile de la structure, du licencié, et la responsabilité pénale, la responsabilité civile de la structure, du licencié, du dirigeant, et la responsabilité pénale du dirigeant.
C'est clair? C'est du droit, hein. Je suis désolé, on ne va pas rentrer dans le détail du droit, mais il faut savoir que... Pourquoi la responsabilité pénale? Est-ce que quand on est président, Oui. bien sûr quand il y a une faute, on va déjà chercher qui a fait la faute. Et, Absolument. voilà, le président n'est pas responsable de tout si Mais personne elle fait n'importe quoi. Par contre, on a un statut particulier dans l'association. Absolument. Donc où on risque quelque chose dans cette échelle de... Alors, déjà au niveau de la responsabilité civile, on est sur le délictuel, le contractuel. On va dire, on n'a pas fait les choses volontairement. On dirait là non plus, mais on n'a pas respecté le loi. C'est pas la même chose. On est censé ignorer la loi. Le président, il peut être... alors, la responsabilité pénale, par exemple, vous faites vous faites valider un faux certificat médical. Vous faites une fausse licence. Vous faites jouer un joueur moins de 13 en moins de 11. Un sous-classement, hein. Ça s'appelle comme ça. Voilà ce genre d'exemple. Et là, c'est le président qui trinque. On a, par exemple, lorsque j'étais au jury d'appel, on avait sanctionné un président de club parce qu'il avait réussi l'exploit le 16 juillet de faire 150 certificats médicaux de renouvellement et renouvellement de licence le 16 juillet. C'est par le même médecin, c'est peu probable. Donc il y a une responsabilité évidemment du médecin, une responsabilité certainement du président du club. Nous, je fais jouer un joueur encore sous licence. Ça, c'est vraiment du pénal. Et ça peut aller très loin parce que si évidemment il y a blessure, derrière il va y avoir un recours très important, un avocat, l'avocat il ne va pas gêner, il va attaquer la responsabilité civile du dirigeant, la responsabilité civile de l'entreprise et la responsabilité pénale du dirigeant. Si c'est l'entraîneur, par exemple, qui fait jouer un joueur qui a pas prononcé, le président est quand même... Alors, encore une fois, en fonction du dossier, le juge va considérer la faute ou pas, ou la faute conjointe du dirigeant et de l'entraîneur. Après c'est sur les éléments qui font faire que... Pour le président, c'est à amener la preuve qu'il a donné toutes les informations à la personne qui pourrait être incriminée, qu'il avait tout. C'est-à-dire, en fait, c'est lui qui est préjugé coupable au départ, mais après, si effectivement il a fait en sorte que la délégation de responsabilité soit effective à la personne en dessous et il a tous les éléments, après, voilà. On va aller partout. Alors on parle du président, mais on parlera plutôt du dirigeant. On ne le focalise pas uniquement, on ne restreint pas au président. Alors, première chose, on a vu que l'ensemble des structures des licenciés étaient assurées en responsabilité civile. Combien vous payez de cotisations au niveau de votre club ou de votre comité pour la responsabilité civile? Quel contrat vous avez? Vous avez le contrat fédéral, combien vous payez de cotisation? C'est-à-dire, quelle est la facture envoyée par l'assureur fédéral en responsabilité civile pour le club ou le comité? Pour la structure, je parle. Zéro. Zéro. Ouais, ça n'a pas. J'ai bon. On a souscrit un contrat de responsabilité civile pour tout le monde. Pour la structure, la seule obligation, c'est d'être affilié à la fédération. Et le fait d'être affilié à la fédération fait qu'on génère la garantie responsabilité civile de la structure. Et l'ensemble du contrat responsabilité civile fédérale, la prime, elle est divisée au niveau des licenciés. Elle coûte environ 1,15 €, je crois, en responsabilité civile. 1,17 € pour un dirigeant ou un licencié de plus de 16 ans. 1,17 € par an. D'accord? Et après, en plus des structures, qui est-ce qui est assuré?
Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est assuré comme on a vu les structures, mais comme personne physique? Qu'est-ce qui est assuré? Tous les licenciés. Tous les licenciés. Tous les licenciés, c'est tout? Les bénévoles? Je pense que Les bénévoles licenciés ou les bénévoles? non licenciés. Les bénévoles, ils sont assurés. Les bénévoles non licenciés sont assurés, sont pas assurés? Ils sont assurés. Sont assurés. Après, il n'y a pas d'autres personnes? Les parents. Parents des joueurs. Bénévoles. Alors, tous les licenciés, tous les préposés, dirigeants, membres non licenciés, les personnes titulaires d'une licence événementielle, les cadres techniques, les bénévoles non licenciés, les personnes non licenciées à la fédération participant à une manifestation de nature non compétitive, initiation, découverte, essai. Vous avez un jeune qui arrive dans votre club pour faire un essai, il n'a pas encore fait sa licence, il est quand même garanti en responsabilité civile. Pendant une durée, si on prend cet exemple, jusqu'à. On va On dire va 6 pas mois. faire 6 mois. On va pas faire 6 mois. Voilà. Voilà, on est bien d'accord. L'activité périscolaire, parce que l'État, dans sa grande gentillesse, ne veut pas qu'on récupère le fichier des personnes à qui on fait de la formation, mais nous impose de les assurer au RC. C'est normal. L'activité périscolaire. Le handfit, le baby-hand. Et pour le baby-hand, j'ai fait ajouter les accompagnateurs, non dénommés, parce que ça peut être le papa une semaine, la grand-mère la semaine d'après, etc. Donc quand l'accompagnateur du baby-hand est sur le terrain, qui vient blesser un autre joueur, eh bien, il est assuré en RC. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'étais en train de me dire qu'il fallait que je fasse prendre 4 licences aux familles. Eh ben non. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas les licencier. Ah, je suis d'accord. Mais ça fait cher à la famille à la fin. L'intervention au milieu carcéral, parce que ça se pratique. Le service civique, parce que le service civique n'est pas un salarié et n'est pas forcément licencié. C'est un régime un peu à part, organisé par l'État central. Donc, vous voyez, tout le monde est assuré en RC. Si vous en avez d'autres, vous Donc, juste une question, comment puisque les bénévoles sont associés, les bénévoles non licenciés, non salariés, d'accord, comment est-ce qu'on les identifie? Il faut qu'il y ait un registre. il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de registre. Il n'y a pas Vous d'obligation. avez une personne à la buvette qui vient blesser quelqu'un, vous faites une déclaration comme quoi la personne de la buvette a blessé. Il n'y a pas d'obligation d'adhésion à l'association. Obligation. La bonne foi. J'ai peut-être pas tout lu, mais peut-être qu'il manque le personnel administratif. Salarié? Salarié, ouais. Les canons. Préposé. Ah non, c'est pas un cas technique. Préposé. Ah oui, préposé, d'accord. Ouais, comme tu précises après, cas technique, c'est les facteurs. Préposé. Non, c'est pas le facteur. Donc Donc tout le monde est ça assuré. va dessus tout le temps. Donc, ça signifie que les cas techniques peuvent ne pas être licenciés à la fédération de Absolument, l'enseignement. malheureusement. Oui, c'est. Ah, on coupera. Ou pas. Alors, pour qui? Pour quelles activités maintenant? Alors, Toutes les activités organisées par toutes les activités de handball, déjà. Même Logique. toute activité organisée par Donc toute la pratique, l'enseignement des disciplines. L'organisation de réunions. Manifestation culturelle, récréative, caritative. Vous faites un loto de prenez pas une assurance RC pour aller dans une salle faire un loto. C'est couvert. Qu'est-ce qui serait exclu? Tu as une fiche là-dessus derrière? On va voir. Je suis désolé, je réfléchis à retardement à chaque fois. Sur l'année précédente, les supporters, Les supporters ne sont pas assurés. sont exclus. Ils sont pas assurés. Le public n'est pas assuré. Ouais, spectateurs supplémentaires, pardon. Non. Je fais pas
L'association organise un concert. L'association organise un concert avec un artiste. Oui. Le chapiteau s'effondre. Oui. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est arrivé à Valence Je sais. avec Sardou. Le club est couvert ou pas? Ah, ça m'intéresse. Ben, Sardou, c'est trop tard. Sardou, c'est trop tard. C'est trop tard, mais pas trop tard. Johnny aussi. Il y a plusieurs assurances. Alors, Ah, mais j'avais également, l'assurance, ça fait pas. également l'action administrative, logistique, informatique, le prêt, la location de tout bien, la formation d'examen, l'émission de conseil, l'action publicitaire, toutes les activités annexes. Et on ne parle pas de voiture pour l'instant, on le décale. Pour l'instant, c'est la responsabilité civile de la personne. Par extension, les trajets aller-retour. C'est-à-dire que je garde ma voiture ici, je viens, et en arrivant ici, avant de rentrer dans la salle, ici, je casse une porte, la responsabilité civile est engagée, et c'est couvert. D'accord? Je ne casse pas une porte volontairement. Je casse une porte parce que je rentre dedans, je rentre dans Non, parce qu'on a le sujet sur la relation d'investir. Si c'est volontaire, l'acte volontaire est inassurable. Le problème, c'est qu'il faut être là quand les Chercher la responsabilité, il faut avoir la mais c'est même l'acte volontaire, souvent, qui est inassurable. Donc, et là, sur la dernière phrase, contrairement au code du travail, où quand on sort de son travail, on est couvert, y compris si on s'arrête pour aller chercher ses enfants à l'école pour un motif personnel, là, il faut vraiment que ça soit exclu. Absolument. Absolument, et on va le voir après pour les délais. Ça veut dire qu'en fait, on est sur un trajet direct. Oui. Actuellement, on a quelques perturbations. On va avoir des détours. Là, c'est pas justifié. Bah ouais. Quand on dit trajet direct, il n'est pas cité par intérêt personnel. C'est pas de ton fait. Voilà. Et puis, Waze, par exemple, il peut prendre des trajets différents. Alors, on ne va pas lire tout le détail de la garantie, hein, même si c'est très lisible aujourd'hui, hein, grâce à l'excellente orientation. Il y a simplement 3 lignes en rouge qu'on va commenter. On est toujours dans la responsabilité civile. Alors, ce sont des termes d'assureur, barbares, que je vais vous traduire en français. On est en responsabilité vis-à-vis des dommages subis aux biens meubles ou immeubles loués ou empruntés. J'ai dit loués ou empruntés. Les biens meubles jusqu'à 150 000 €, les biens immeubles jusqu'à 7 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette salle n'est pas un usage privatif, c'est un usage ponctuel. On est dans les usages ponctuels. On vient à endommager cette salle par un incendie, un dégât des eaux. Eh bien, s'il y a feu à l'établissement, on sera jugé responsable et on est garanti jusqu'à 7 millions €. Idem dans une salle de sport. Vous êtes dans votre salle de sport, ce n'est pas un usage privatif parce que vous y allez que les 2 jours ou les 3 jours. Vous êtes garanti en responsabilité civile, y compris s'il y a un incendie ou un dégât des eaux. Et pour les meubles, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas immeuble, jusqu'à 150 000 €. On parlera des locaux. Pour l'instant, on est sur la responsabilité civile vis-à-vis des locaux qui ne sont pas privatifs ou à demeure. Donc, si dans une salle de sport, vous venez une fois tous les 2 jours, mais par contre vous avez un bureau et puis un local ballon, le bureau et le local ballon sont des usages privatifs. Donc là, on a une obligation de responsabilité locative. On en parlera tout à l'heure. C'est clair? Donc, vous faites un auto, la mairie vous demande une attestation pour l'assurance du local, c'est garanti, et on verra comment on fait l'attestation tout à l'heure. Responsabilité médicale, si vous avez un médecin ou un paramédical qui intervient en terrain et qui fait un mauvais acte médical ou paramédical dans l'aide de la déontologie médicale, bien entendu, et qu'il est mis en cause en responsabilité, son contrat personnel n'interviendra peut-être pas, parce que certains contrats professionnels, personnels et professionnels excluent le risque de compétition, par exemple.
à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une deuxième ligne, à complément du contrat personnel, à hauteur de 8 millions d'euros. Parce que quelquefois, c'est l'inquiétude du médecin, même bénévole, qui vient, je veux bien vous donner un coup de main, mais mon contrat perso, enfin mon contrat professionnel, il ne me garantit pas ça, parce que je suis en dehors de mon cabinet. Bon, on a ça. Tout est intéressant, ça. C'est pour ça que je dis ça. Ça, c'est le reste que la garantie. La responsabilité du dirigeant. Alors, on parlait tout à l'heure de président. Mais qui est-ce qui est dirigeant? Alors, on n'a pas obligatoirement une licence de dirigeant, on peut dire. On peut être joueur et dirigeant, par exemple. On peut avoir une licence loisir et dirigeant. Reconnu par ça. Donc le président, et puis du CA, le comité directeur, mais pas que. Moi, président, moi, président, je délègue une mission à quelqu'un qui ne fait pas partie de mon conseil d'administration. À ce moment-là, cette personne, elle devient ce qu'on appelle dirigeant de fait. Les personnes qui, dans les faits, dirigent l'association. Donc, tous les dirigeants de fait ont une garantie à ces dirigeants. Un service civique, pareil. S'il a une délégation de la part de son président. D'accord. Et dans le cadre de son activité normale, il n'est pas dirigeant. D'accord. Et cette délégation de fait, c'est-à-dire qu'elle est pas. Je prends deux exemples. Au sein du club, la personne qui s'occupe de la responsabilité de l'équipement de tous les collectifs. Il oublie de fermer une porte, il va vérifier le matériel le soir et il oublie de fermer la porte. On ne sera pas dans la RC de dirigeant. La RC dirigeant, c'est plus sur des faits, par exemple, de gestion. Alors, gestion comptable, financière, administrative, c'est de fonction de direction. Ce qui correspond dans le monde de l'entreprise à la RC des mandataires sociaux. Par contre, la preuve de délégation, Comment? la preuve de délégation. Alors la preuve de délégation, bah, c'est pareil. Soit elle est écrite, mais elle peut être verbale. C'est pas une obligation qu'elle soit. Mais si habituellement la personne qui ne fait pas partie du conseil d'administration vérifie la comptabilité ou encaisse les chèques ou a la carte bleue, etc. de l'association, là on est dans une fonction de direction. Pour les paiements, s'il y a un détournement ou autre, peut être mis en cause. Alors, cette responsabilité de dirigeant, elle peut être à l'égard de l'association. La responsabilité de dirigeant peut être recherchée devant les tribunaux pour les fautes commises dans leur gestion. Donc, on parle vraiment de gestion. À l'égard des membres ou des tiers, ou même en cas de cessation de paiement. Une cessation de paiement qui est évidente. Alors, je prends l'exemple d'un budget de 10 000 € et j'embauche 3 pros. Ça ne va pas tenir longtemps, mais là j'ai fait vraiment une faute de dirigeant, de direction. Eh bien on peut me le reprocher et on peut engager ma responsabilité de dirigeant. On est toujours dans le cadre de la responsabilité civile, mais la responsabilité de dirigeant. Sur le plan pénal, si on est attaqué sur le plan pénal, il faut savoir qu'on ne peut pas, c'est inassurable aussi, de payer les amendes, bien entendu. Une amende ne peut pas être payée. Un radar ne peut pas être payé, mais une amende suite à un problème de non-respect de loi ou de règlement n'est pas assurable. Par contre, la défense pénale, elle, est assurable. Et elle est comprise dans la garantie pour les RC qui est jusqu'à 150 000 € pour toutes les structures hors fédération. Depuis une douzaine d'années, au niveau des statistiques, on a juste eu une défense pénale assumée pour une structure. On n'a jamais eu de mise en cause personnelle, ce qui est une excellente chose. On en a fini avec la responsabilité. Est-ce que vous avez des questions avant de passer
L'individuel. Vous avez dit qu'on verrait après les histoires de locaux et d'assurance sur les locaux. Oui, ça les vient locaux, ce ne sera pas de la responsabilité, ça viendra après. Et les transports après. RC, individuel, après on passera véhicule. Et puis après les options dont les locaux. Alors on va passer à l'individuel accident. Alors autant en responsabilité civile, en responsabilité, on n'a besoin que d'un seul contrat parce qu'on ne va pas rembourser 2 fois les dommages qu'on a fait. Autant sur la partie individuel accident, on peut avoir autant d'individuels qu'on veut. On peut avoir autant de capitaux d'essai souscrits à droite, à gauche, au centre. Donc l'individuel accident, d'abord, que dit le code du sport? Le code du sport et la jurisprudence. Donc, le code du sport, les mots sont importants. Alors ça peut évoluer. Aujourd'hui, le code du sport nous dit qu'on a une obligation d'informer sur l'utilité de souscrire une individuelle accident. Donc vous, club, vous avez cette obligation. C'est-à-dire chaque individu qui va se licencier à la fédération, vous avez l'obligation de l'informer sur l'utilité de souscrire une individuelle. Par conséquent, vous avez cette obligation, elle doit être prouvée en cas de problème. Donc, si on passe sur ce qui se passe aujourd'hui avec Gestand, on a verrouillé, après une hésitation malsaine il y a quelques années, on a verrouillé Gestand pour que chaque individu qui reçoit un lien, quand il s'affilie, enfin quand il demande sa licence au club, il a l'ARC et l'individuel accident. Il ne peut pas l'enlever. S'il veut enlever cet individuel, il faut qu'il imprime un document, qu'il signe ce document, qu'il remette au club, ça remonte à la ligue, qui décoche l'individuel et qui renvoie au club pour le remboursement. D'accord? Donc ça, c'est verrouillé. Le petit problème, c'est que vous faites pour le compte du licencié des licences. Donc, si vous faites vous-même la saisie sur Gestand pour un licencié par sa licence, il faut que vous prouviez au licencié en cas de problème que vous lui avez donné l'information de l'utilité de souscrire une individuelle. Parce que bien évidemment, si cet individuel a été retiré ou plus et que je suis blessé, je vais vous dire, bah, prouvez-moi que vous m'avez donné l'information. Et si vous n'avez pas fait signer un document papier, exemple l'ancien bordereau de licence, ou un document comme quoi je reconnais avoir reçu l'ensemble des informations sur les assurances, etc., eh bien je vais devant un tribunal et je vous attaque en responsabilité. Et au lieu de payer le dommage corporel au titre de l'individuel avec des capitaux qui sont importants mais réduits, en responsabilité, ça va coûter beaucoup plus cher au contrat collectif qui nous concerne tous et qui nous fera augmenter nos coûts. D'accord? Important de cette obligation d'information qui repose sur nous. Mais oui, ça, ok, mais je sais pas, déjà c'est bien que vous nous dites quand on rentre chez Gestand, c'est bouché automatiquement et non. Mais est-ce que nous, au sein du club, en dehors du fait qu'ils apprennent obligatoirement, est-ce qu'au niveau du club, il faut qu'on ait une affiche, enfin je sais pas, sur l'histoire d'informer les gens. On nous a demandé d'afficher cette année sur les clubs les tarifs oui. des différents, donc ça c'est fait. Oui. Est-ce qu'il y a un document en particulier qui nous désengagerait de ne pas avoir fait cette information? Alors, je sais pas, il y a eu un certain nombre de litiges qui sont arrivés au tribunal pour plein de fédérations. Le juge il demande au club, qu'est-ce que vous avez fait comme information? Alors certains disent, ben, j'ai fait un affichage, certains j'ai fait remplir un papier signé, et puis d'autres n'ont rien fait. Et plus on apporte d'éléments de preuve comme quoi on a délivré l'information, moins on risque d'être responsable. Et donc, est-ce qu'il existe au niveau de la Fédé un document un peu type? Alors, quand on est sur Gestand, on reconnaît, on coche et on reconnaît avoir lu et eu l'ensemble des conditions qui sont avec un lien.
Quand vous dites on reconnaît, c'est le licencié si c'est lui qui l'a fait. Si c'est lui, voilà, Si c'est lui qui l'a fait. nous dans le club, c'est une personne du club qui rend toutes les licences. Donc là, il y a un danger. Là, il y a un C'est danger. bien dans cette idée-là que je vous... Donc il faut un document papier signé par chaque personne, Donc, chaque représentant légal. quand on donne un dossier d'inscription aux parents pour inscrire leur gamin en leur licence, il faut que dans ce dossier... Le bordereau de licence, vous donnez le bordereau de licence tel qu'il existait en papier, vous le faites remplir, comme ça il a signé, et puis après vous le saisissez sur le gestion et vous avez tout le renseignement. C'est plus ça. Et vous gardez le papier. Et vous gardez le papier. Désolé, mais j'ai pas compris en quoi une personne pourrait se plaindre d'avoir finalement été inscrite obligatoirement. Enfin, je veux dire, si oui, mais si on est inscrit d'office. On est inscrit d'office, après on peut décocher. Mais alors, Ça dépend des clubs, c'est Au cas où un club aurait décoché. Mais voilà. si on décocherait, finalement, on ne peut pas se plaindre d'avoir le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais une extraction gestant de France entière, alors pas chez vous parce que vous êtes une ligue modèle, mais il y a d'autres ligues qui sont moins modèles. Donc il y a 99% des licenciés ici, des licenciés de France entière, qui ont l'individuel accident de base. D'accord. Le pourcent qui reste, c'est une quinzaine de clubs. Et sur cette quinzaine de clubs, ce ne sont pas des licenciés qui ont décoché, parce que c'est une catégorie entière où il n'y a plus l'individuel accident. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a un dirigeant dans un club qui dit « prenez pas ça, c'est pas la peine, je vais vous faire signer le papier, etc. » Et là, on engage notre responsabilité collective et la responsabilité du président. Parce qu'on n'a pas le droit de se substituer à quelqu'un, on ne choisiront pas une assurance. Et s'il décoche, ça leur rapporte combien juste pour savoir? 2,08 €. D'accord. Je comprends pas l'intérêt. Voilà. Mais il y a un intérêt pour ça, malheureusement. Alors, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie, vous allez la voir là. Parce que cette obligation d'information, il y a des cas de jurisprudence, parce que vous avez mis la loi et la jurisprudence. Dans les années 2010, il y a un membre de l'équipe de France de la BMX qui s'est gravement blessé sur une piste. Tétraplégique à vie. 20 ans, tétraplégique, vous voyez un petit peu le capital que ça peut demander avec un avocat. C'est l'ordre de millions par d'euros par. Première instance, la Fédération française de cyclisme, première instance est confirmée en cours d'appel, la Fédération française de cyclisme et le club. Donc le juge demande si le club a fait l'information. La fédération dit oui, c'est sur notre site, le club dit oui, on a donné, d'ailleurs il a pris l'individuel de base. Le juge répond. Il est membre de l'équipe de France. C'est un jeune espoir qui a une carrière promise devant lui en gagnant beaucoup d'argent à terme. Vous auriez dû lui faire une information personnalisée et renforcée. J'ai l'extrait jugement. Personnalisée et renforcée. Et lui dire de prendre des garanties supplémentaires. Ça calme. Parce que là, vous devenez complètement assureur conseil. Donc, si vous avez, comme on le disait tout à l'heure, rempli le document, le faire signer au papier, avec je reconnais avoir lu l'ensemble des conditions d'assurance, des options, etc., là, vous l'avez donné et vous avez la preuve que vous l'avez informé. Si vous n'avez pas de document papier, le juge ne vous croira pas. Et voilà ce qui s'est passé. Et la fédération, le contrat fédéral de la fédération de cyclisme a payé un peu plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros, notre prime globale, elle est de 650 000 euros. Un sinistre d'1 million, vous voyez ce que ça donne au prochain appel d'offres. Voilà. Donc, ma présentation s'appelait prévention, responsabilité. Je suis là pour vous faire de la prévention. Et en plus, dans ces sports dits à risque, comme le BMX, les garanties accident de la vie ne fonctionnent pas. Absolument. Donc, ils sont obligés d'avoir. Absolument. Mais même dans un contrat de garantie accident de la vie personnel, le risque compétition n'existe pas. Même pour l'handball.
Alors, je suis désolé, je reviens juste, j'arrive pas à connecter dans mon esprit. Il faut faire signer le document. Et c'est ce document, enfin, moi j'arrive pas à visualiser ce document. Est-ce qu'il en existe un qu'on peut aller prendre sur le site de la Fédé, qui est tout fait, donc avec les bons mots, voilà, plutôt que de nous un truc qu'on écrit sur Word, on va laisser passer plein de choses. Est-ce que ça... C'est l'ancien bordereau de licence, papier. Ça existe toujours. Enfin, je veux dire, on peut aller à mon avis, il est toujours stocké sur le site fédéral. On pourra le vérifier, mais il est toujours stocké sur le site fédéral. Ouais. Et je crois qu'il avait été demandé par beaucoup de sites. Donc, dans un cas comme ça, il y a une solution, c'est les options complémentaires qui sont sur le site fédéral, qui permettent de renforcer la garantie individuelle. Juste, à partir de quel moment on estime qu'on doit avoir une information personnalisée renforcée avec la souscription d'options complémentaires? C'est quel niveau de jeu? Alors, en fait, là, les sportifs de haut niveau, maintenant, il y a une loi sportive de haut niveau, donc ils sont assurés, mais par contre, un jeune espoir, par exemple. Mais ça peut être aussi un adulte qui travaille et qui a une perte de salaire en cas d'arrêt de travail. Une perte de prime, des choses comme ça. Une perte de prime. Ça peut être un artisan commerçant de profession libérale, qui a un problème d'annuité journalière également. Mais même un jeune qui a une blessure très grave, il va avoir un capital invalidité à la formule de base qui ne sera pas forcément très haut. Et qui aura peut-être plus rejouer au handball. Et on a des clubs qui attaquent, enfin des licenciés qui attaquent les clubs justement pour dire on m'avait mal conseillé. On s'en sort quelquefois bien, quelquefois mal. Donc il y a des options complémentaires, il faut déjà que les personnes connaissent ces options complémentaires. Alors, qui est assuré? Tous les licenciés ayant opté pour la garantie déjà, donc qui ne vont pas refuser. Les personnes titulaires d'une licence événementielle, je vous rappelle, on le disait tout à l'heure, vous créez un événement, vous faites des licences événementielles, et je vous rappelle juste un petit détail, c'est que l'assurance de la licence événementielle ne vous coûte rien puisque c'est la fédération qui les prend en charge. Elle paye environ 40 000 € par an pour l'ensemble des licences événementielles qui sont faites en France. Vous avez intérêt à faire de la licence événementielle aussi. Les bénévoles dans le cadre des missions de transport collectif de licenciés. On en parlait. Et les personnes non licenciées, comme tout à l'heure, alors, d'abord, c'est quoi une mission de transport collectif? Je suis papa, je viens voir un match, je ne suis pas en mission. Je suis papa, j'emmène mon enfant à l'entraînement ou en match, je ne suis pas en mission. J'ai 2 enfants, je ne suis pas en mission puisque c'est toujours pour ma famille. Par contre, j'emmène 2 enfants, 3 enfants à l'entraînement ou au match, je suis en mission pour le club. Que je sois licencié ou pas, licencié, ou bénévole, je suis garanti en individuel accident. D'accord? C'est important. Pour les entraînements, pour les matchs. Pour toutes les missions de transport collectif. Un parent qui fait covoiturage pour amener 2 enfants du même village, absolument, il est en mission. Absolument. À partir du moment où c'est du covoiturage. Absolument. On a eu, d'ailleurs, ça doit être dans la région, il y a quelques années, ça remonte, une maman qui s'est plantée en voiture, qui a 3 ou 4 enfants à l'intérieur, et eu des dommages corporels, et on était intervenu. Oui, parce que des fois, effectivement, il y a des parents qui peuvent nous dire moi, je prends mon gamin, mais je ne prends pas les autres. C'est ça. Voilà. Mais le bénévole par lui-même, donc le papa ou la maman, est garanti également. Est garanti sans cotisation, puisqu'ils ne sont pas licenciés. Vous voyez que c'est très large. Hein, ouais, c'est ça. Alors, comment ça se passe? On en a déjà parlé sur Gestan. Afin de sécuriser juridiquement le refus, le licencié saisit les informations, a connaissance du prix, a accès aux informations générales, la civilité, il n'y a rien, ne peut pas décocher l'IA, peut éditer un document de refus qui complète, qui signe, qui l'envoie à la Ligue, et dans ce dernier cas, la Ligue décoche l'IA, et à réception, le club rembourse l'IA, doit rembourser l'IA. Parce que si le club ne rembourse pas,
Ah non, parce qu'il s'est décoché. Donc, c'est- Donc, moi, qui paye la même cotisation que celui qui a la garantie, automatiquement, je vais dire, comme ce juge, je paye la même cotisation, donc j'ai la même garantie. Donc même si j'ai décoché, j'ai demandé à décocher l'UA, ben, j'ai quand même la garantie. Tout ça pour 2,08 €. Donc moi je vous propose de vous arrêter là. Et on en parle. Est-ce que le complémentaire peut être prise en cours de semaine? Oui, jusqu'au 31 décembre. Sauf pour les licenciés qui se licencient après. Après, Alors, l'utilité, ben, un dirigeant, ça coûte 78 centimes. Il y a certains dirigeants qui n'en ont pas besoin. Comme je le disais tout à l'heure, c'est cumulatif avec d'autres contrats. On a eu un président d'un club, il garde sa voiture, il va à pied au conseil d'administration, crise cardiaque sur le trottoir. On a payé le capital d'essai. Pour un pratiquant, qui peut me dire qu'il est remboursé à 100% s'il a un problème de dents par sa sécu, sa mutuelle? Non, c'est pas possible. Sinon, ça se saurait. Donc, un problème de dents sur le terrain, on peut intervenir en complément des autres régimes. Donc, il peut y avoir la sécu, la mutuelle, la MAE ou la PEP pour les enfants, une autre assurance scolaire, mais les deux plus grosses, c'est celle-là. Et puis intervenir, nous, après, pour compléter s'il y a un problème dentaire. Pareil en lunettes. Je ne l'ai pas mis, mais c'est pareil en lunettes. Il y a une garantie de remise à niveau scolaire qui peut s'ajouter à celle de l'ME ou de la PEP. Et l'assistance rapatriement sans franchise kilométrique. C'est-à-dire que vous, club, vous emmenez vos gamins moins de 18 à 200 km de une grande région, et vous en avez un qu'il faut rapatrier. Et il a décoché l'IA. Alors, vous faites comme vous pouvez pour rapatrier le gamin. Quand vous avez ça, vous êtes tranquille, vous appelez l'assisteur et on en parle. Moi, ça m'est arrivé en Allemagne, groupe de filles, une fille se fait une fracture de la cheville, j'appelle l'assisteur, taxi aéroport Hanovre, Roissy, Roissy ambulance, opéré le lendemain. Si j'ai pas ça, allô les parents, est-ce que vous avez une garantie assistance rapatriement à l'année pour votre enfant? Je sais pas, je vais voir, qu'est-ce qu'on fait? Ah. Ça vous permet d'être tranquille. Et c'est dans les 2,0 € du jour. Alors ça c'est l'ensemble des garanties, je ne vais pas vous les détailler, mais vous voyez, vous avez de la chambre particulière, le net on a parlé, la prothèse auditive, les frais d'appareillage, les frais non remboursables prescrits médicalement, les frais de transport primaire, les frais de recherche et secours, les frais de remise à niveau scolaire, frais de redoublement d'années d'études, frais de conversion professionnelle, enfin, il y a tout un tas de petites garanties qui sont là-dedans et qu'il faut savoir. Plus le capital d'essai, la validité permanente et l'indemnité suite à Covid. Et la mutuelle. Il y a une mutuelle jusqu'à 200% du tarif de convention. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui ont une mutuelle à 100%. Depuis la mise en place de l'ANI, ils ont une mutuelle d'entreprise qui est sur 100% de tarif de convention sans dépassement honoraire. Là, on intervient en complément. Comment? C'est un complément pourquoi? Enfin... Eh bien, visite de médecin. Consultation de médecin, c'est remboursé à 23 €. Hein, enfin, c'est sur la base de 23 €. Donc il y a un licencié qui va... Alors, une consultation de médecin, ça coûte 23 €. La Sécu rembourse 70% de 23 €. Une mutuelle à 100% du tarif convention va rembourser le complément pour faire 23 €. Si le médecin prend 30 €, il va y avoir 7 € à charge. Là, on intervient jusqu'à 46 €. Le dépassement. Donc, où je rêve, ça veut dire que tout licencié, pour n'importe quelle raison que ce soit, va avoir... Il pensait qu'il vient de trouver une nouvelle mutuelle. C'est ça.
La manière dont tu J'ai la grippe au mois d'août et je vais faire jouer le Il s'est blessé à l'entraînement en match. On est toujours suite à accident. Déclaration d'accident. Déclaration d'accident. Accident de handball. Hein? D'accord. De l'importance de faire des déclaration. De handball ou de déplacement? Enfin, Activité du périmètre handball. En loisir, par exemple, troisième mi-temps, tu fais tomber une taille sur le pied. Alors, que conseiller aux structures? Vérifier que chaque membre est sensible. La RC est acquise. A souscrit l'individuel accident de base, qui prévoit l'assistance rapatriement sans franchise cléotique. Et j'ai mis 2 petits conseils en plus. Posséder les autorisations parentales pour les mineurs. C'est du vécu, il y a un club qui m'appelle hier mois en disant voilà, on est parti jouer en championnat de France moins de 18, à 200 km, on a pété un joueur, on arrive à l'hôpital. Et l'hôpital, ils n'ont pas voulu toucher au gamin parce qu'on n'avait pas l'autorisation parentale des premiers soins sur nous. Donc à minuit, allô, papa, tu peux pas m'envoyer par fax à l'hôpital, une autorisation parentale, etc. Dans la licence, quand vous faites la licence d'un mineur, on vous demande une autorisation parentale, et sur cette autorisation parentale, si vous prenez bien le document fédéral, il est marqué « J'autorise mon enfant à accepter les premiers soins en cas de d'accident, en cas de... » Le problème est en fait, c'est une obligation, ça. Enfin, il nous demande ce document. Oui, il est dans Gestan. Il est dans Gestan. Mais quand vous êtes à l'hôpital à 200 km, est-ce que vous avez accès à Gestan? Normalement, oui. Maintenant. Tout le monde? Non, c'est vrai qu'il faut avoir au moins Internet. Et puis avoir les codes. Mais tout le monde n'a pas les codes d'accès. Donc, ceux qui n'ont pas le code d'accès, vous faites une copie du document, vous l'engagez dans un dossier, ils vont D'accord. Le collectif qui est en déplacement, le coach ou je sais pas, un référent, quelqu'un désigné, a une pochette avec toutes les autorisations, toutes les copies des licences papier, si l'ordi ne marche pas. Si vous voulez. C'est ce qu'on nous demande. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc il y a ça peut être sur le... Ouais, mais si tu arrives à te débrouiller avec ça, voilà. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, clé USB aussi. Non, mais il y a des gens qui ne savent pas faire un scanner. Par contre, juste j'arrête. Les autorisations parentales. Oui. Vous avez mis des S partout. Est-ce que c'est le papa et la maman systématiquement? Non. Parce que tu sais que maintenant, il y a des gros problèmes de famille recomposée où ça crée des problèmes. Alors, effectivement, dans une famille décomposée ou recomposée, il est utile d'avoir les 2 autorisations parentales parce qu'il peut y avoir conflit. Ça peut être intéressant de savoir. C'est bien compliqué. Combien de temps d'après la recette? C'est une bonne remarque. Donc, mon S n'était pas anodin. Oui. Je le précise pour En cas de risque vital, les médecins font quand même les premiers soins. Oui, bien sûr. Et c'est vrai Une fracture avec une réduction. Voilà. Tu perds du temps. Mais tu perds du temps, mais bon, ça va traîner. Après, bien sûr. en boulot, s'il y a... Bien sûr. Deuxième chose qu'il faut avoir en déplacement, avoir les coordonnées de MM Assistance. Je suppose que quand vous déplacez, vous avez toutes les coordonnées. Oui. Quand on en a besoin. Voilà. Donc ça, c'est utile à avoir également en cas de déplacement. Et proposer les options complémentaires en cas de besoin, salarié, indépendance, parcours des cours, etc. On va le voir tout à l'heure sur le site. Juste une question sur les numéros de convention et les mêmes assistantes, c'est un contrat. Oui. Non. On va le trouver. On va voir. Tout à l'heure. Le numéro de convention, c'est le numéro de convention de l'assisteur. Du club. Non, c'est un numéro de convention de l'assisteur. De l'assisteur, voilà. Parce que quand on arrive sur le site, sur la plateforme téléphonique de l'assistance, après il y a des conventions pour le handball, pour les entreprises, etc., avec des garanties différentes. Donc, depuis le 1er juillet 2016, il y a une plateforme dédiée sur le site fédéral
vous avez l'adresse là. La page d'accueil qui propose les garanties du licencié, les garanties complémentaires, la déclaration de revenus et toute la documentation en général. Donc on va voir ça après. Donc les avantages, sur les licenciés ont accès à toutes les informations. L'option individuel accident peut être payée en ligne sur le site fédéral. C'est une grande révolution. On l'a obtenu avant plein de choses. Et on fait la déclaration en ligne. Après, les informations remontent à la DTN, anonyme, remontent à la DTN, à la commission médicale, et je vais vous en montrer un extrait. C'est-à-dire que le licencié peut souscrire à des options complémentaires sans que le club la Absolument. Absolument. C'est le licencié qui souscrit. C'est pas le club qui souscrit. Oui, mais la structure est obligée d'être au courant. Alors, ça, c'est sur le site fédéral. C'est sur le site. On va y aller après. On va y aller. Alors, ça, c'est un extrait de l'accidentologie 2016-2017. Réel, hein, niveau normal. Sur les 2840 déclarations faites sur le site, là, on n'avait pas verrouillé toutes les questions, c'est pour ça qu'on a dû nous renseigner, on verrouille. La plupart se passent lors d'un saut vers l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la suspension de la base arrière, qui est souvent au niveau des arbitres sanctionnée d'un 2 minutes ou d'un carton rouge lorsqu'il y a une poussette. C'est tout à fait normal, puisque vous voyez que ça impacte la plupart de nos blessures. Et on va le voir physiquement. Alors c'est un avatar ni homme ni femme, hein, qui reprend donc les données, puisque la proportion de blessures et d'accidents est à peu près identique que la proportion de licenciés hommes-femmes. C'est pas de disparité. Ça n'a pas des crises comme ça. Donc le genou, 32% des 1 sur 3, c'est le genou. L'épaule, 9%. Le poignet, main, 5%. Vous allez me dire, il n'y a pas la cheville. Voilà la cheville. On l'a mis derrière, parce que la cheville, elle fait tout le tour. 16% les dossiers. Donc 16% cheville, 32% genou. On a un accident sur 2 à partir d'ici. Donc derrière, même pour les entraîneurs, c'est une réception au niveau de la cheville, du genou, c'est tout ce qui est le travail du pivot, etc. Et surtout, après blessure, c'est toute la réathlétisation du licencié avant de se recruter, puisqu'on sait que, notamment en matière de genou, on a énormément de récidives. Énormément de récidives. Et quelquefois, d'un ménisque, ça se termine par un croisé. Donc il vaut mieux bien retravailler le genou avant d'avoir un nouveau problème. Alors, l'étude a été faite sur 2840 sinistres, je vous l'ai dit, alors qu'il y a eu 4206 déclarations qui ont été enregistrées chez les mains. Pourquoi? Déclaration sans suite. Non. Erreur dans la déclaration. Erreur dans la déclaration. Non. Est-ce que c'est pas dans le cadre de la fédéralité? Non. Non, parce que tout simplement, il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont gardé tous les documents papier et qui continuent à faire des déclarations papier avec les anciens numéros de licence, etc. Et ça arrive chez l'EMA tous les jours. Voilà. Et donc, on en a eu, vous voyez, 1400, donc un tiers, qui est arrivé en papier dans la saison passée. Et je me suis amusé au mois de janvier à recevoir de l'EMA toutes les déclarations papier et d'écrire à tous les clubs en mettant en copie le comité et la ligue. Et là, j'ai recommencé au mois d'octobre. Je pense que je vais recommencer parce qu'au mois d'octobre, j'en ai encore une par jour. Des fois, on dit, oh, on ne savait pas, on s'excuse. Voilà. Ça fait 3 ans. On est à la 3e saison. Et on a... La déclaration de papier est obsolète. On n'en parle plus, on la règle, on la détruit, je ne veux plus en voir dans les clubs. Et que sur le site. Donc solution, utilité, supprimer les documents papier devenus obsolètes. L'accident, on a terminé. Vous avez des questions avant de passer au véhicule?
Oui. Il y a un truc qui est fait sur les accidents autres. Pour prévenir tout problème, est-ce que parce que déjà vous avez pris le moyen de bloquer sur le geste en le fait que pour pouvoir décocher il faut effectivement le faire. Pourquoi est-ce qu'on laisse cette possibilité-là? On n'a pas le droit de le laisser obligatoire dans le cadre de la scénarisation? Alors, c'est délicat parce que... La RC elle est obligatoire. Comment? La RC elle est obligatoire et transparente. On ne paye pas les indices de RC individuellement. On ne peut pas ne pas avoir les 1,17 € de... Ouais, non, c'est obligatoire parce que c'est le code du sport. Voilà. Ouais. Et l'individuel accident, on ne peut pas faire la même chose. Et c'est aussi le code du sport. C'est le code du sport aussi. C'est aussi le code du sport. Parce que le code du sport, on n'a pas le temps de vous faire l'historique, mais avant la loi Buffet, il y avait l'obligation. Après, il n'y a plus rien du tout. Après, il y a eu l'obligation d'information. Et là, en ce moment, on est en train de transiger avec le CNOSF, parce que je fais partie de la commission juridique du CNOSF, avec le CNOSF et le ministère des Sports pour la rendre obligatoire en compensation de telle ou telle chose, et de voir avec le ministère de la Justice pour des améliorations du code du sport. Voilà. Et d'ici un certain temps, mais maintenant certains, en fonction de la fumée, ça changera. On passe aux voitures. Alors, les véhicules. Là, vous allez avoir un petit scoop parce que je pense que pas beaucoup ne connaissent ce que je vais vous dire. D'abord, on a parlé du code de la route tout à l'heure, donc du code des assurances. Toute personne physique ou morale a l'obligation d'assurer son véhicule. C'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. Donc l'association doit être vigilante, non seulement pour les véhicules qui lui appartiennent, mais aussi pour tous les véhicules dont elle a l'usage, véhicules loués ou empruntés. Alors, ici on a mis, pour les véhicules loués ou empruntés, attention en fonction de l'identité souscrite, on en reparlera tout à l'heure. En bleu, je vous ai mis une petite phrase qui est sympa. Quelle que soit la situation, le conducteur doit posséder le permis de conduire. C'est évident. Approprié en état de qualité, doit être adapté aux personnes transportées. C'est tellement évident que je faisais une formation dans PACA au mois d'août, et j'ai un président de club qui souriait un peu bizarrement. Je sais qu'est-ce qui se passe. Il dit, il y a 3 ans, on a embauché un jeune pour s'occuper des moins de 13. On s'est aperçu plusieurs semaines après qu'il n'avait pas le permis de conduire. Il avait une voiture, il n'avait pas le permis de conduire. Donc je suppose que vous avez tous vérifié que vos bénévoles qui transportent des enfants que vous confiez ont le permis de conduire. On va pas parler, déjà on va pas parler de la suspension de permis de conduire. D'abord, est-ce que vous avez vérifié qu'ils ont le permis de conduire? Parce que je vous rappelle quand même qu'en tant que dirigeant, vous confiez un enfant à une autre personne pour aller à l'entraînement ou au match. Donc là, c'est vous qui le confiez. Vous engagez votre responsabilité vis-à-vis d'une personne parce que vous avez vérifié qu'il a un permis de conduire. Moi, je fais sur les interpôles interdits. C'est systématique par qui? Parce que nous, la plupart du temps, on fait de la location. On demande des permis de conduire. Donc là, on s'assure. Mais le véhicule perso. Mais le véhicule perso, non. Donc je vous conseille, c'est pas dans les règlements, mais je vous conseille, en début de saison, de demander le permis de conduire. Non pas la photocopie de permis de conduire, mais le permis de conduire des personnes qui risquent de conduire des véhicules, enfin d'emmener des enfants, autres, donc faire une photocopie et de le stocker dans le document. Pourquoi? Parce que si un jour il y a un problème et que la personne n'a pas de permis, on ne parle pas des points, je connais avec la nation. La personne n'a pas de permis de conduire. Ou a eu un permis de conduire qu'on lui a retiré il y a 2 ans et qui continue à conduire. Parce que c'est souvent ça. Il y a un accident. Qu'est-ce que veut dire le juge? Vous avez confié un enfant, vous êtes préoccupé, vous avez un document. C'est bon comme la rondelle. C'est bon comme la rondelle en termes de responsabilité. Et s'il perd le permis de conduire 3 mois après? Alors, au moins vous avez fait une démarche en début de saison pour dire
Donnez-moi votre permis. On va pas faire à chaque déplacement. Vous ne devez pas faire à chaque déplacement, ça c'est parti. Oui, puis à un moment, on peut considérer que la personne n'est pas de bonne foi parce qu'elle ne te l'a pas dit après. Voilà. Elle aurait pu, tu lui as demandé, elle l'avait, après Voilà. elle ne te dit pas qu'elle s'est fait. Absolument. Mais à ce moment-là, dans le dossier global d'inscription en début de saison, on demande, du coup, il ne faut pas aller chercher il y a 14 heures, on demande systématiquement le permis de conduire des parents, si chacun en a, enfin, voilà, des parents qui inscrivent leur gamin, avec une phrase précisant, et après, nous au moins on l'a écrit, précisant en cas de modification du permis de point ou machin, vous nous avisez. Meilleure solution, Par rapport au juge, j'ai dit écoutez. La meilleure solution, c'est de le mettre dans le règlement intérieur et de le faire signer. Et faire signer le règlement intérieur avec cette clause-là, en disant le remboursement des amendes disciplinaires, etc. Et avoir la photocopie du permis de conduire, c'est pas mal. L'assurance également. Enfin, si vous avez une carte verte d'assurance au nom d'une personne, ça veut dire qu'il a le permis de conduire. Puisqu'un assureur doit, normalement, sauf si c'est les souscripteurs, etc. Voilà. Mais dans la vraie vie, il vaut mieux avoir les deux. Ou alors, vous pouvez passer aussi, je l'ai dit hier, devant la voiture avec une vignette d'assurance. Hein, la vignette et la validité de l'assurance. Quand vous voyez une vignette qui est plus valable depuis 1 ou 2 mois, méfiez-vous. Dans vos billets, vous voyez une vignette qui est barrée, qui a un délai de validité de plus d'1 mois, méfiez-vous parce que ça n'existe pas. Mais comme il y a beaucoup de vols, de cartes vertes au cabinet d'assurance, il y a derrière des trafics, méfiez-vous de ça. Je reviens toujours à... Le contrôle technique, c'est pareil. Se simplifier un peu la vie. On demande aussi la photocopie du certificat d'assurance. Et du vêtement. Complètement. Au niveau de la fédération, pour que je sois remboursé de mes frais de déplacement, je dois fournir ma carte grise et ma carte verte. Si je ne fournis pas ça, je ne suis pas remboursé de mes frais de déplacement. Donc tous ceux qui remboursent les frais de déplacement, déjà c'est la solution. La deuxième solution, lorsque vous faites une attestation fiscale pour les kilomètres parcourus, vous devez être en possession de ces documents-là. Il y a beaucoup de clubs qui font des attestations fiscales, donc vous devez avoir ces documents dans l'archive. Parce qu'on ne peut pas faire une attestation fiscale de remboursement pour des gens qui n'ont pas de permis de conduire ou qui n'ont pas de voiture, par exemple. Après, j'en ai un qui va demander un remboursement de frais, il a pas de permis de conduire. Voilà, d'accord. Donc, oui, c'est quand même des éléments, et en général, les gens ne vont pas rechigner. Les gens qui vont rechigner, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est dans l'associatif, et ça doit bien se passer. Donc, je vous conseille. Alors, pourquoi? Parce que dans le cas où le producteur de véhicule ne possède pas de permis valable, l'assureur peut se retourner contre l'association pour les sommes versées. Donc, premier cas de figure, le club est propriétaire d'un véhicule, obligation d'assurance, on n'en parle plus. Deuxième cas de figure, le club veut garantir les déplacements de son activité. Bonjour. C'est pour réveiller un petit peu. Alors, je vous demande toute votre attention. Il existe des contrats mission. C'est quoi un contrat mission au niveau véhicule? C'est le club ou le comité va souscrire un contrat d'assurance avec une tout risque véhicule pour l'ensemble des missions de son club ou de son comité. Et ce contrat va se substituer au contrat personnel des individus lorsqu'ils sont en mission. Deux types de contrats sur le marché. Type de contrat, MMA le fait, au kilomètre. C'est-à-dire qu'avec un contrat de mission au kilomètre, j'assure toutes les missions de mon club ou mon comité, que ce soit pour mes administrateurs, que ce soit pour des bénévoles, que ce soit pour mes cadres techniques, mes salariés, etc. Donc ils sont en mission. S'il y a un accident, c'est ce contrat-là qui agit sans déclaration chez l'assureur personnel. L'avantage, c'est que le bénévole qui se plante avec son véhicule, il n'a pas de malus, il n'a pas d'impact sur son contrat personnel. Deuxième type de contrat, on peut faire un contrat mission dans d'autres compagnies où on dénomme les personnes. Donc on va dénommer 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Toutes les missions de ces 5 personnes seront couvertes à ce contrat-là.
la difficulté, c'est que si la 6e personne est en mission, elle est passionnée. Donc c'est un contrat plus à la tête plutôt que continu. Donc les deux arrivent sur le marché, c'est à vous de comparer en fonction de votre comité ou de votre club. Et ça, MMA le propose. Oui. Dans les si on va sur le site de la Fédé, on va le voir tout à l'heure. Voilà. L'assurance s'applique à l'occasion de missions confiées par le club aux bénéficiaires de la garantie, mission exercée dans le strict cadre des besoins du club souscripteur. Exclusion des besoins privés et des trajets domicile, lieu de travail. Voilà le travail, domicile lieu de travail, ça veut dire par exemple ton salarié, donc là il n'est pas couvert, il ne peut pas y avoir substitution de domicile lieu de travail. Non, non. Mais d'accord, c'est dans ce Le cas. trajet de travail est en général du contrat perso. Ouais, mais... Donc voilà le contrat qui est sur le site et qu'on verra tout à l'heure. Avec le tableau de garantie, c'est une touriste avec franchise 300 €. Troisième cas de figure, et là ça va être un scoop. Juste à titre informatif, à combien se monte le club? On le verra tout à l'heure. D'accord. C'est la surprise. C'est la surprise. C'est un assureur. Troisième cas. Alors, là, c'est valable pour tous les licenciés de la Fédération française de handball, même s'ils n'ont pas la formule individuelle accident de base. Tous les licenciés ont cette garantie lorsqu'ils sont en mission. Premier cas de figure, je suis venu, c'est pas vrai, mais je suis venu en voiture jusqu'ici pour vous voir, avec mon véhicule personnel. Hier, c'est pas arrivé, on va en parler, c'est pas arrivé. Je me mets dans le rail de sécurité avec mon véhicule, je détruis le rail et je fais un dommage important à mon véhicule. Et j'ai tout risque à hauteur de 500 € par mon assureur personnel. Je fais la déclaration à mon assureur personnel qui va payer le rail de sécurité au titre de la RC de mon assurance et au titre de la garantie dommage va rembourser les dommages à mon véhicule, moins la franchise de 500 €. Mais je suis licencié à la fédération et je suis en mission pour venir vous voir. Dans la garantie du contrat fédéral que vous avez tous. Alors, qui est assuré d'abord? Le dirigeant, l'éducateur, l'entraîneur, l'arbitre ou les transporteurs bénévoles, licenciés ou non. Les activités assurées, les missions effectuées pour les assurés, on a déjà défini. Et le véhicule assuré, le véhicule personnel, celui qui est emprunté ou loué, et également, on verra après, les fameux minibus. Donc j'ai fait une déclaration à l'assureur fédéral qui va moi rembourser, comme je suis en touriste, 500 moins 75 € de franchise. Et évidemment, je vais avoir un malus par mon assureur personnel. Donc je fournis la facture de cette année et la facture de l'année prochaine. Il va me rembourser 30% de la cotisation de cette année au titre de l'assurance malus. Il peut mettre 30 € par jour pendant 10 jours pour un véhicule de remplacement. Il peut me rembourser les biens transportés dans mon coffre à hauteur de 600 € à 75 €. Vous voyez ça? Non, c'est bien, ça y est. Moi je le savais, j'avais même mis sur le site internet du comité. Parce que, je suis pas sûr que quelqu'un l'ait lu. Voilà. Deuxième cas de figure, je suis assuré routière. À ce moment-là, le rail de sécurité sera payé par mon assureur personnel, puisque c'est l'assurance routière, mais mon véhicule ne sera pas payé. En général, les assurances routières, c'est pour des véhicules plus anciens. Donc là, il y a une garantie touriste à hauteur de 4 600 €. Avec une franchise de 75 €. Donc je pouvais être remboursé jusqu'à au dommage maxi 4 600 €. On doit forcément passer par son assureur personnel pour pouvoir bénéficier de cette garantie. Tout à fait. On fait la déclaration normale à son assureur personnel et si on est en mission, on fait en plus la déclaration sur le site fédéral. L'an passé, sur un covoiturage pour aller Trop tard. Alors, si ça arrive le mois prochain, en titre d'information pour les parents, j'ai un parent, il est monté à Annonay, il a cassé le moteur de sa voiture. C'est pas un accident. D'accord.
accident égale aléa. Oui, mais le moteur, tu ne sais pas si tard. C'est pas un accident. Il y a un oiseau qui est passé dans le C'est pas un accident. Mais il n'avait pas le Maintenant, je loue un véhicule minibus pour transporter mon équipe le week-end, donc un transport pendant 3 jours. J'ai un accident avec ce minibus. La franchise en général est élevée, 1200 à 2000 €. Il y a un remboursement, moins 300 €. C'est quand même pas mal. Puisqu'on parle des minibus, attention, depuis le début d'année, j'ai découvert quelques petites exclusions dans les contrats d'assurance des loueurs. Donc méfiez-vous quand vous louez un minibus. Demandez d'abord le contrat d'assurance du loueur, parce que il peut y avoir un loup. J'ai trouvé des assurances de loueurs, assurance routière, sans tout risque. J'ai trouvé des tout risques avec exclusion des parties hautes du véhicule. Des tout risques avec exclusion des parties basses du véhicule, quand on passe sur un trottoir ou un plot. D'accord. Et j'ai trouvé des assurances tout risque avec exclusion assurance conducteur. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'un conducteur responsable d'un accident n'est pas couvert. Enfin, il faut une extension de garantie conducteur. Sur les locations de minibus, il me semblait qu'il y avait une subtilité par rapport à qui louait le minibus. C'est la structure. D'accord. Structure ou la personne. Hein. Et est-ce qu'il peut y avoir une différence si c'est la structure qui loue le minibus ou si c'est le président qui en son nom loue pour sa structure? Pour les véhicules loués, on présente un véhicule loué par la structure assurée, la franchise est portée à 300 €. De toute façon, tu assures la personne qui loue les véhicules. Donc même si tu Oui. assures au nom du club, voilà. tu vois, et si tu as 2 conducteurs, il va falloir que tu fournisses 2 permis de conduire et ce seront les 2 Oui, qui ça, seront c'est en contrat. pas ça. Et qui va payer? C'est le C'est la comité. structure qui loue. C'est la structure qui va. Est-ce que c'est la ligue ou ton club ou est-ce que c'est le président en son nom? Non, mais pas, ça sera la structure, ça sera assimilé à la structure. Si c'est le président en son nom, ça peut être considéré comme un véhicule particulier, c'est pas... Non, mais là, c'est... si c'est une location longue durée, on est dans le premier cadre, hein, comme le véhicule perso. Le véhicule loué ponctuellement, on l'assimile à la structure. Alors, les options qui sont sur le site et qu'on va voir, l'assurance des locaux, l'assurance mission, on en a parlé, la protection juridique et fiscale, c'est quoi de la protection juridique? C'est la défense de vos intérêts en cas de litige. Ça peut être un litige prud'homal, ça peut être un frigo qui ne fonctionne pas et puis qu'on reprend l'eau, ça peut être un litige avec un licencié. À ce moment-là, on a une assistance téléphonique par des juristes, bac plus 4 ou plus 5, une assistance amiable, une assistance judiciaire, une défense judiciaire s'il le faut avec paiement des honoraires d'avocat, et une récupération, s'il y a récupération des sommes dues, à ce moment-là, les frais de récupération de sommes dues. C'est sur le site également. Joueur à l'essai, vous n'êtes pas loin de la Suisse. Vous avez un joueur qui joue en Suisse, qui est licencié en Suisse. Vous voulez peut-être le licencier l'année prochaine. À ce moment-là, vous faites faire un essai au mois de mai. Vous voulez l'assurer 3 semaines. Ça coûte 20 € pour qu'il soit assuré en RC et en individuel accident, parce qu'il n'est pas licencié à la Fédération française de handball. Autant un individu d'un autre club, lui, étant donné qu'il est licencié, il est assuré. Mais là, un étranger ou quelqu'un qui est licencié à l'extérieur, bon, ça. Et l'assurance des ordinateurs ou tablettes, eh bien, un ordinateur hors de terrain peut être endommagé par un ballon. Il n'y a pas responsabilité de la part du joueur, hein, c'est le code du sport qui le dit. Et l'ordinateur peut être assuré. Il est assuré également pendant le transport. Un petit zoom sur la convention collective nationale du sport qui est valable pour l'ensemble des salariés d'une association sédentaire ou sportif. Obligation de souscrire une prévoyance, mais pas proposer, c'est souscrire une prévoyance. Donc l'ensemble des salariés administratifs
ont une obligation par l'article 10 d'avoir une prévoyance, donc ça apparaît sur le bulletin de salaire. Là, c'est une des 4 sociétés dénommées par la Convention collective nationale du sport qui a été choisie. Donc ça, c'est le chapitre 10. Et le chapitre 12 de la Convention concerne tous les joueurs pro. Et là, il y a une obligation de prévoyance qui n'est pas une garantie accident, qui est une garantie accident et maladie. Donc ne pas confondre avec le contrat fédéral et les options, parce que j'ai des clubs qui confondent et qui prennent une option pour couvrir leurs joueurs pro. Non. L'option, elle couvrira qu'en cas d'accident, pas en cas de maladie et de rhume. D'accord? Là, un salarié, lui, il a une garantie accident et maladie. Maladie professionnelle et autres. Donc il doit y avoir une souscription pour chaque athlète salarié dans une structure. Juste une chose, le chapitre 10, l'organisme agréé, il est libre, parce qu'il y a toute désignation, et même en cas de recommandation, on peut quand même aller. Il n'y a pas 4 organismes qui ont été décidés? Mais même s'il y était, les désignations sont toutes tombées. Il n'y a plus de désignation aujourd'hui, on est libre de le prendre où on veut. Après, il y a le fait que par tradition, on avait 4 organismes désignés, mais il n'y a plus. D'accord, je rectifierai. Merci du renseignement. Et chapitre 12, où il était déjà. Alors, comme vous le voyez, c'est assez complexe, ça évolue, le droit évolue, les textes évoluent, le contrat d'assurance évolue, c'est pour ça que je viens ici tous les 4 ans à peu près, pour essayer de vous donner les dernières informations. Alors, on va passer maintenant sur le site fédéral. Est-ce qu'il va pas? Oui. Bravo. Donc nous sommes sur le site fédéral en live. Alors où ça se trouve? L'assurance. Pratiquer. Donc en dos bleu pratiquer et à gauche assurance. Alors vous avez la présentation avec l'article du Code du sport comme on disait tout à l'heure. Oui, alors c'est une vieille photo, mais on l'a gardée parce qu'elle a les logos MMA derrière. J'ai proposé à Cédric Viquier de la changer, il m'a dit non parce que non, c'était oui, vous êtes le capitatif et Galère. Donc Galère, il y a longtemps qu'il fait. Donc, avant de passer à la plateforme, le numéro de contrat et le protocole assistance, il est là. Donc c'est ces numéros-là qu'il faut avoir sur soi. Donc c'est le numéro d'assistance. Les contacts, les numéros de téléphone sont ici. Et là, c'est les contacts pour les garanties sur mesure. Chez notre assureur qui est basé à Cône-sur-Loire. Donc on va accéder à la plateforme. Donc il y a les contacts, comme sur tout site. La documentation. Sur la documentation, la garantie accident corporel avec les options complémentaires. Le contrat d'assurance des licenciés, donc là c'est tout le texte avec l'ensemble des garanties, des exclusions, etc. Donc si vous avez une belle insomnie, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer. Bon, ou alors vous aimez ça, comme moi. La notice d'assurance qui est un résumé du contrat d'assurance. Le guide d'assurance des clubs, qui est vraiment... alors il y a 70 pages, mais c'est assez compact par rapport au contrat d'assurance. Et vous avez à la fin du guide d'assurance un certain nombre de questions-réponses. Sur tout ce qu'on s'est dit ce matin en général, il y a la question qu'est-ce que je fais quand j'ai un AVC, etc. Et vous avez une fiche assistance, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en cas d'assistance. Ensuite, vous avez un bulletin de désignation du bénéficiaire en cas de décès, puisqu'il y a un capital décès. Si une personne veut choisir son bénéficiaire au cas où viendrait décéder, il peut choisir son cousin, sa cousine, moi ou la fédération. L'attestation d'assurance. Alors, vous faites un auto, vous avez besoin d'une attestation pour une location de salle. Vous cliquez ici et vous avez l'attestation. Elle est là, elle est remplie, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Elle n'est pas à votre nom. Elle est au nom de la fédération qui est le souscripteur du contrat. Et il est bien marqué, tant pour son compte que pour le compte de ses structures déconcentrées, des clubs qui lui sont affiliés, et le compte de ses licenciés. Donc elle est complète.
avec l'ensemble des activités assurées et l'ensemble des garanties qu'on a vues tout à l'heure. Si par contre vous tombez avec quelqu'un qui est un petit peu plus titilleux dans une mairie, une collectivité qui veut une association, une attestation à votre nom, vous demandez à l'assureur et puis vous la fait à votre nom. Par exemple pour la fédération, pour les finales de Coupe de France, on fait la fédération pour la Coupe de France à Bercy, etc. Ça c'est tout à fait possible. Il ne faut pas hésiter à le contacter, il est très réactif. Moi je l'ai 2 à 3 fois par semaine, il vient de m'appeler d'ailleurs, 2 à 3 fois par semaine. Après ce sont les contrats pour les équipes de France, puisqu'on a développé évidemment des contrats spéciaux lorsque les joueurs sont en équipe de France, parce qu'un joueur en équipe de France il fait partie de son club, il est mis à disposition de la fédération, voilà. En contrepartie, on garantit et le club et le joueur. Et puis il peut ne pas avoir de licence à la fédération française si... Voilà, Sorello, MPS100, etc. Donc ces joueurs-là, on les licencie en ce qu'on appelle en licence internationale. Ils ont une licence internationale à la fédération pour être dans le contrat fédéral et ils ont un contrat sur mesure. Absolument. Donc ça c'est toute la doc. Les options complémentaires, on les a ici. Je vais ouvrir. Voilà. Donc ici, c'est le prix des options avec le paiement en ligne. Et vous avez le bulletin d'adhésion qui est ici avec l'ensemble des garanties. Voilà. Alors, si quelqu'un prend une option, c'est cumulatif avec l'option de base, puisqu'on prend l'option de base automatiquement. On prend l'option, donc on a les 2 garanties. Donc par exemple, le décès, là on a un capital de 30 000 € pour les plus de 16 ans, en option 1, 45 et 60 000 €, ça vient s'ajouter aux 20 000 € de la garantie. Une invalidité permanente qui permet de monter le capital à la garantie permanente. La reconduction, elle est tacite sans cas. Non, l'option ne se prend, elle n'est valable que jusqu'au 30 juin de l'année d'après. Ah, c'est pas jusqu'à septembre quand même. Non. La garantie de base, c'est jusqu'au 15 septembre et l'option va jusqu'au 30 juin. Donc, à partir du moment où vous souscrivez ça, vous envoyez le chèque, ou vous payez en ligne. Voilà, jusqu'au 30 juin. Donc, plutôt. C'est écrit qu'à défaut de renouvellement, la garantie est prolongée Voilà. jusqu'au 15 septembre. Absolument. Donc, c'est pareil. On a jusqu'au 15 Ouais, parce qu'on septembre. l'a modifié justement, c'était une demande de notre part, mais effectivement, c'est passé cette année. Oui, je pense. Donc, plus tôt vous le faites dans la saison, moi, ça me coûte, parce que si vous le faites au 31 décembre, vous n'êtes plus garanti que... Question purement technique, j'ai vu qu'en fait, il y avait marqué qu'on pouvait prendre une quantité de licences d'un coup, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut remplir un document par personne ou c'est... Alors, si vous voulez faire pour 10 personnes, Ouais. vous éditez ce document-là en papier, vous remplissez 10 papiers, vous faites un seul chèque. D'accord, c'est ça en fait, c'est juste... D'accord. Et ça doit être effectivement personnalisé. Sinon vous le faites en live pour Un minimum. Alors, les garanties complémentaires, donc on a vu pour les licenciés. Les clubs qui ont un centre de formation, il n'y en a pas ici, il y a Bordeaux-PH qui a un centre de formation. Donc dans le cahier des charges des centres de formation, les clubs ont une obligation d'assurer leurs joueurs ou joueuses qui sont en centre de formation. Donc ils doivent prendre cette formule-là, ou chez un autre assureur des formules. C'est le même cas de ce que tu disais, a priori ce sont des gens qui feraient leur métier. Voilà, absolument. Et là, on a toutes les options pour les structures. Alors, structure, protection juridique, vous avez le bulletin d'adhésion. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous assurer à MMA, hein. Vous pouvez vous assurer dans n'importe quelle compagnie française, mais nous, dans notre appel d'offres, on demande à l'assureur de calculer des options, de les mettre sur le site et de les mettre à votre disposition. Et en général, avec des prix qui sont bien placés pour la plupart des garanties. Protection juridique, 0 à 5 salariés, ça coûte 300 €. L'année. Toute taxe. Voilà. Dommage aux biens, c'est pour les locaux. Donc là, c'est un Word qui va s'ouvrir un petit peu plus lentement. Donc là, on est sur des extensions de ce qui est sur la base. Absolument. Mais pour le club, pas pour l'individu.
Ça, c'est pour le club. Là, c'est toutes les options club. Donc, pas de franchise sur le contrat local. Et vous voyez, la première formule, 50 mètres carrés, 5 000 € de contenu, ça coûte 80 € à l'année. Contrat sans franchise. Et là, on est bien que sur des locaux privatifs. On est sur des locaux privatifs, absolument. Et après, vous avez des formules sur mesure. Dans le locaux privatif, ce que vous parlez tout à l'heure, c'est le local à ballon, le local à matériel, à l'intérieur du sport. Dans mon club, j'avais assuré le secrétariat, le local ballon matériel, et puis l'aspect festif qui était à la disposition également, où il y avait tout le reste. Les ballons. Les joueurs à l'essai, donc c'est pareil, 20 € pour toutes les garanties. Responsabilité civile, individuelle, assistance voyage. Parce qu'il y a des petits malins quand même qui viennent de l'étranger et puis qui simulent des blessures et puis après qui vous mettent en cause. Donc vous avez intérêt à le garantir, comme ça au moins vous avez une assurance pour vous. Tout risque objet tablette, donc c'est pour les ordinateurs. Voilà. Pour un matériel jusqu'à 500 €, la cotisation est de 40 €. J'ai du mal à la comprendre parce que du coup ça veut dire qu'on peut pas, si c'est une personne qui la casse, c'est pas sa responsabilité. Non. Parce que c'est un sportif, c'est ce qu'on disait. Parce que c'est une acceptation du risque, on est en dehors de terrain. D'accord. Il faut savoir que quand on blesse quelqu'un dans le cadre, blesse quelqu'un, on dit une chose, dans le cadre du handball, on est dans l'acceptation du risque. Contrairement à la responsabilité civile de tous les jours. Dans le cadre d'un geste qui fait normal. partie des règles du handball. À partir du moment où on est dans les règles du handball, on est dans l'acceptation du risque. J'ai des jugements de tribunaux où une joueuse fait un rond-bras et la défenseuse vient emmener l'épaule, la luxation, arrêt de travail, etc. La joueuse blessée avec son avocat attaque l'autre joueuse. Eh bien, elle a été déboutée au tribunal parce que il n'y a pas eu de faute, plus que ça, il n'y a pas eu d'exclusion, il n'y a pas eu de carton rouge, et ça fait partie du handball d'avoir ce contact physique. Par contre, s'il y a une agression sur un terrain, là, on peut engendrer une responsabilité. La même chose, même si elle est sanctionnée sur une faute sportive, c'est quand même dans l'acceptation du risque. Ça, c'est le juge qui le détermine. D'accord, donc ça veut dire que s'il y a sanction, il y a blessure et que derrière il y a sanction, il peut y avoir... Le juge va déterminer si effectivement la faute est caractérisée ou pas. En général, il dit il n'y a pas faute caractérisée ou il y a faute caractérisée. La même blessure, la joueuse arrive toute seule et l'autre arrive derrière, elle lui arrache le bras, elle lui démonte l'épaule, ça fait pas partie volontairement. Voilà. Là, on est dans une faute caractérisée du jeu. Il faut savoir, parce qu'on a des arbitres autour de la table, il y a eu un jugement de tribunal en cour de cassation très récemment que je viens d'avoir. Un arbitre exclut un joueur qui va à la douche, qui se rhabille. Le match se termine, l'arbitre sort de la salle de sport et va à sa voiture et se fait agresser par ce joueur-là. Dans un premier temps, le tribunal de grande instance avait débouté, avait donné la responsabilité au club recevant, oui, au club recevant, parce que l'arbitre avait été blessé. La cour d'appel a débouté en disant bah, c'est après le match, il n'y peut rien, le club n'y peut rien, il est à sa voiture. Et la cour de cassation a remis la responsabilité sur le club en disant que l'arbitre devait être accompagné et que c'était à cause de l'exclusion du joueur pendant le match que c'est ce joueur-là qui a agressé l'arbitre. Et comme c'est un arbitre, a alourdi la sanction dans la mesure où l'arbitre est un représentant de l'État via une aggravation de la sanction. Alors ensuite, l'assurance automission. 2h25. L'assurance automission, donc c'est la formule tout risque que je vous ai dit. Et après, vous avez une formule par kilomètre. Donc, par exemple, jusqu'à 10 000 km, ça coûte 1 150 € chez MMA pour avoir tout conducteur
tout vécu. Pas de conducteur décidé, pas de 10 000 km, on les sort d'où? Alors, comment on les sort de où? On les sort des frais de déplacement, des attestations fiscales que l'on fait, on l'estime. Après, s'il y a 50 km de différence, l'assureur n'ira rien. Si par contre vous faites un contrat de 10 000 km et que vous en faites 100 000, il dira peut-être que vous m'avez un petit peu roulé dans le panne. Et chaque année, on vous demande une déclaration sur le nombre de kilomètres. Il faut quand même se méfier, puisque dans les missions productives, ça couvre aussi le covoiturage pour aller à l'entraînement. Donc il faut se méfier parce que nous, dans nos coins, ça va très vite quand même. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Et ça peut aller vite, et le risque est d'autant plus grand. La mutuelle santé, on en parlait. Et on va finir, pour être dans les temps, on va finir par la déclaration de sinistre. Alors, la déclaration de sinistre, vous avez 4 onglets, personne physique, licencié, la personne morale, le club ou la communauté, le véhicule, et les autres sinistres, les sinistres tablettes. On va faire la personne physique. Donc, je suis licencié. Par contre, si je ne suis pas licencié, par exemple un décès, on peut faire la déclaration pour les personnes non licenciées ou le bénévole non licencié. Alors, type de licence, 16 ans. Allez, on va mettre le nom parce que comme ça, on va mettre une masse orale, j'ai fait une autre déclaration. Alors, si je coche masculin, j'aurai un avatar masculin, homme, et si je coche féminin, j'aurai un avatar femme. Je dis pour mesdames. Le délai pour faire la déclaration? 5 à 10 jours. L'assureur ne dira rien. Par contre, si au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, vous me dites coucou, je me suis blessé il y a 6 mois et... Ça veut dire que la déclaration se fait aussi bien par le club que directement par les licenciés. Je vous conseille de la faire faire le licencié. Parce que le licencié l'a fait. Après, il va recevoir ses documents, il la gère. S'il ne fait pas sa déclaration, il ne la fait pas. S'il ne remplit pas ses documents après, c'est son problème. Donc, si vous avez des personnes qui ont des difficultés, ce qu'on appelle une phobie administrative, c'est les codes, à ce moment-là, vous le faites pour... C'est mieux quand c'est le licencié qui se fait. Absolument. Donc ici, joueur. L'accident n'est pas survenu en équipe de France. Je suis... Allez, ailier gauche. Ça dépend. Je n'ai pas pris d'option complémentaire. Suivant. Donc la date du sinistre. Le l'adresse, la ville, code postal. Il y a peu de choses qui sont obligatoires à remplir. Juste la date. Absolument. Enfin, là où il y a un petit truc rouge. La survenance, donc là c'est du texte libre. Dommage corporel subi. Donc pas de matériel, mais on peut mettre les deux. Et là, vous avez un bouton avatar qui s'est ouvert. Voilà. Et donc sur l'avatar, je vais mettre que je suis blessé. Voilà. Et ça se met automatiquement. Allez, je suis bien attaqué. Je suis pas prêt pour jouer. Et donc ça se met ici. Si l'accident a eu lieu pendant un match, oui, que l'accident n'a pas été déclaré sur la feuille de match, on s'en fiche. On s'en fiche. S'il est mis sur la feuille de match, c'est un élément de preuve. Mais s'il n'est pas mis sur la feuille de match et que le lendemain on vous appelle en disant j'ai une entorse à la cheville,
vous faites la déclaration tout de suite, c'est bon. Oui, ça peut S'il être y a une un- douleur qui arrive après. S'il y a une blessure à l'entraînement, on n'aura pas de feuille de match. Oui. Donc, c'est pas impactant. D'accord. Donc, description des lésions, je vais mettre fracture. Voilà. Ici, bon, pas décédé quand même. Ça a eu lieu en match, donc on va mettre oui. J'étais en attaque. Je peux mettre en défense, hein. J'étais en attaque. Mouvement par rapport au sol. Donc vous voyez, c'est mieux que ce soit le licencié par lui-même qui remplisse. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments. Hein. Pourquoi c'est la différence entre l'attaque et la défense? Parce qu'on n'est pas vers l'avant quand on est en défense, etc. Parce qu'après, on va avoir, Oui, j'ai compris. voilà, on va avoir tir, etc. Donc je suis tir vers l'avant. Un tir est-il en cause? Non, hein, je me suis blessé tout seul. Et ici, vous pouvez joindre un certificat médical ou quelque chose. Sachez que MMA a accès à Gestant en consultation pour voir les renseignements éventuellement cliniques. Vous pouvez revenir sur la partie tiers. Si vous mettez qu'un tiers est responsable, qu'est-ce que ça vous demande? Alors, si je mets qu'un tir est responsable, on va demander ses coordonnées. Ah, c'est compliqué quand on... Alors, on va mettre le nom du Ah oui, joueur. c'est pas en obligatoire. face. Oui, non, mais parce qu'on n'est pas censé savoir le nom et le prénom du joueur qui aurait pu nous blesser. S'il n'y a rien de volontaire, c'est tout. Après, si je ne me trompe pas, Ça, c'est à la fin de la carrière. tout le monde a accès aux fiches. Tu vas faire tout Oui, mais je sais pas, j'ai joué contre toi. Ouais, enfin, t'as la feuille de match, tu me diras. Tu as fait des matchs de numéro, tu vas dans le sur l'adresse. Oui, mais si tu es malade, enfin, si tu t'aperçois de la blessure, enfin, les parents s'aperçoivent 3 jours après. Le gamin, il Et est que pas c'est pas capable de noté dire sur la c'est feuille de 5, match, c'est Ah oui, si c'est pas noté, voilà, c'est ça qui. Oui, c'est ça, malheureusement. Faut rebondir. Si c'est noté, là, oui, d'accord. Et donc, à la fin, si je suis la personne, si c'est moi qui suis blessé, voilà. Si vous n'êtes pas la victime, vous remplissez et il y a vos coordonnées derrière qui se mettent. Donc, suivant, voilà, la déclaration est faite. Vous voyez qu'elle a été rapide. Je valide. Et on vous met, donc ça veut dire que c'est bien parti chez MEMA. On va avoir une fausse déclaration. La déclaration, 1er décembre, le service va venir dans cette... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le MMA va vous envoyer soit un courrier, soit un mail, en fonction du mail que vous avez rentré de votre adresse, pour dire nous avons bien enregistré votre déclaration, on vous envoie un document que vous avez été blessé, on vous envoie un document où vous mettez vos frais réels, votre remboursement sécu, votre remboursement mutuel, votre reste à charge, est-ce qu'il y a d'autres choses, et puis après, quand vous avez tout, vous renvoyez chez MMA à l'adresse qui est indiquée sur le courrier. Et là, quand vous dites que vous, c'est le licencié. Alors, au niveau du club. ça dépend. Si c'est lui qui a fait la demande. Ça dépend de ce que vous avez rempli. Si vous avez rempli l'adresse du licencié, etc., ça va partir chez le licencié. Si vous avez rempli ça va arriver au club. Ou l'adresse que j'en ai presque terminé. Si vous avez des questions, et si vous n'avez pas de questions... J'ai une question par rapport à un arbitre qui sort du gymnase et qui a sa voiture fracassée. Voilà. Qui va mettre en cause la responsabilité du président du club. D'accord. Après, ce sera ou pas. Mais l'arbitre est en mission. Par conséquent, il a au moins la garantie